Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Sandrine Guémard et Théodore Tiplicea, dire Sécurité, éducation et mobilité, maîtrise des risques et prévention 2, 2015. Sandrine Guémard et Théodore Tiplicea, dire Sécurité des déplacements, protection des usagers et de l'environnement, maîtrise des risques et prévention 1 Travel Safety, USE and Environment Protection. Risk Control and Prevention 2015. Isabelle Papieau, Les années 80, miroir de l'époque Art déco, 2015. Yannick Brunpicard, Agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ATSEM. Personnification d'une interface éducative, 2015. KVDASTOOREH, vers une sociologie foucaldienne, réunir l'objectivation et la subjectivation, 2015. Alexandre Brard, Recomposition territoriale en Outre-mer ou le collectif dans l'action publique, 2015. Denis Laforgue, Essai de sociologie institutionnaliste, 2015. Anthony Galluzzo, Mythologie comparée des stars, 2015. Yannick Brunpicard, Territoire de mémoire. Interface référentielle d'expression et d'affirmation sociétale, 2015. Fred Dervin, La Chine autrement. Perspective interculturelle critique, 2015. Lei Wang, Pratique et sens des soins du corps en Chine. Le cas des cosmétiques, 2015. Ekaterina Yudintseva, La famille, pilier des catholiques traditionnalistes en France, 2015. Yannick Brunpicard, Vivre aux côtés des autres en harmonie. L'indispensable ciment sociétal, 2015. Houchen, L'État croupier et les joueurs coulis, ce que la loterie nous apprend sur les mutations sociétales de la Chine, 2015. François Guyoba, Édition. La littérature médiagénique, écriture, musique et art visuel, 2015. Jacques Coenenhuther, Quel avenir pour la théorie sociologique, 2015. Du même auteur. Les malentendus de la parentalité, in Martin Claude, sous la dire Être un bon parent, une injonction contemporaine, 2014 Rennes, presse de l'EHESP, pp 191 à 210. L'accompagnement de la fonction parentale par les caisses d'allocation familiale, in Politique sociale et familiale, numéro 118 2014, décembre, pp 66 à 73. Remerciements. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui m'auront accompagné durant ce travail de longue haleine. Merci à la direction de la CAF pour m'avoir autorisé à consulter les documents internes à l'institution. Merci à mon directeur de thèse, Jean-Marc Stébé, et aux membres de mon jury de thèse de doctorat, Dan Ferrand-Bechmann, Julien Daymon, Claude Martin, Michel Messu et Hervé Marchal, qui m'ont encouragé à valoriser mes travaux et m'ont apporté de précieux conseils. Merci aux membres du laboratoire lorrain des sciences sociales, 2L2S, anciennement Lazur, à Anne, David, Sylvia et Julie, ainsi qu'à Claire, Estelle, Johanna et Marion pour leur contribution et collaboration amicale. Merci à Roland pour sa relecture attentive ainsi qu'à Michel, Nathalie et Christian. Merci enfin à ma famille et à mes amis pour leur soutien et leur compréhension. Je remercie particulièrement tous les intervenants des centres sociaux qui m'ont fait confiance et ont bien voulu se confier à moi. Il en va de même pour les personnes qui ont témoigné et ou que j'ai rencontrées et côtoyées tout au long de mon travail. Je leur dédicace cet ouvrage avec mon respectueux souvenir. Introduction générale. L'actualité n'a eu de cesse de pointer la délinquance des jeunes comme un phénomène particulièrement préoccupant, caractéristique de l'époque contemporaine. Les pouvoirs publics, en tant qu'ensemble des autorités qui gouvernent et administrent le pays,
réagissent et cherchent officiellement à trouver des solutions adaptées en vue de l'enrayer. La démission parentale est l'une des causes invoquées sur la place publique, pour expliquer tant l'inassiduité scolaire, que l'accroissement des incivilités ou des faits délictueux. Ainsi, face à cette actualité, les pouvoirs publics ont légiféré. Ils ont convoqué à partir de 1996 la Conférence de la famille, autrement dénommée Entretien de Brancion, rassemblant un panel d'experts et de personnes qualifiées autour d'un chargé de mission. Ce dernier a la charge, en rendant son rapport, d'éclairer et d'orienter les décisions que les gouvernants prendront en matière de politique familiale, considérée ici au sens de policy, permettant la mise en œuvre d'une action publique en direction des familles. Parallèlement, apparaît la notion d'accompagnement de la fonction parentale, citée dans les conventions d'objectifs et de gestion, COG, signées depuis 1997 entre l'État et la Caisse nationale des allocations familiales, CNAF. Le régime général de sécurité sociale, instauré en 1945, a pour objectif d'assurer les salariés du secteur privé ou de les secourir grâce à son action sociale. À ce titre, l'accompagnement de la fonction parentale par les caisses d'allocations familiales, CAF, consiste en une action publique visant à aider et soutenir les parents dans leurs fonctions éducatives. Nous précisons que la fonction parentale peut être également remplacée par le terme parentalité, car ces notions sont équivalentes. La parentalité, qui est un néologisme récent et omniprésent, souvent synonyme de fonction parentale, désigne simplement le fait d'être parent. L'accompagnement de la fonction parentale est ensuite décliné au sein de dispositifs, entendus comme un ensemble de pratiques mises en réseau, de règlements, de moyens financiers mis à disposition de prestataires dans un but déterminé et s'assortissant de la professionnalisation des intervenants sociaux. Cet axe de politique familiale affiche un principe de neutralité afin de ne stigmatiser aucune pratique éducative, ni aucune configuration familiale ou conjugale. Cette politique n'a officiellement pas pour objectif d'imposer un système de valeurs, un modèle de conduite et s'appuie sur le principe que tous les parents de toutes les classes sociales peuvent rencontrer à un moment donné des difficultés éducatives. Le dispositif est un moyen d'amener les individus à faire face à des situations problèmes. Les dispositifs d'accompagnement de la fonction parentale s'adressent donc à tous les parents, indépendamment de leur situation matrimoniale et professionnelle, appartenance sociale, origine, lieu de résidence. Pour autant, doit-on se contenter de l'apparent bien fondé de cette politique généraliste, visant à soutenir et à aider tous les parents en leur reconnaissant des compétences légitimes, ou bien doit-on s'interroger sur les finalités réelles de l'accompagnement de la fonction parentale ? En effet, si les compétences sont ce qu'une société tient pour telles, la sociologie n'a ni moyen ni raison de participer à ce jugement. Cette définition l'intéresse en tant que matière à analyser. Il lui reste alors à décrire cette production sociale, la manière dont une société s'accorde à définir et à redéfinir tant bien que mal les qualités qu'elle étiquette de la sorte, à saisir à quelles exigences répondent ces définitions, comment elles sont mises en pratique et avec quels enjeux. L'intérêt de l'État envers les familles est-il un phénomène récent, lié à l'importance des dysfonctionnements consécutifs à l'émergence de l'instabilité conjugale, ou bien constitue-t-il une préoccupation de plus longue date ? Pour éclairer cette perspective, nous avons porté notre attention sur les relations historiques liant le pouvoir étatique aux familles, pour en percevoir la logique dont l'État français du XXIe siècle ne semble pas s'être départi. En effet, selon Nadine Le Faucheur, de tout temps, l'existence d'enfants au sein de la société a entraîné la mise en œuvre d'une politique familiale visant à régir la parenté et à assurer leur prise en charge par les familles. À l'heure actuelle, la question se pose sur les intentions des pouvoirs publics à vouloir ainsi déployer certains moyens financiers et déléguer au monde associatif la mission d'intervenir auprès des parents. Car si la question familiale est inscrite sur l'agenda politique, c'est bien qu'il existe une discordance entre la famille, conçue comme une institution fondamentale, et les autres secteurs de la société, entre ce que la famille devrait être et ce qu'elle est. Le fait est connu, ce que, en France, nous appelons politique familiale est un agencement spécifique et original d'intervention de la puissance publique, un ensemble relativement stable de mesures visant la famille comme problème social à traiter. Aussi nous a-t-il semblé pertinent d'appréhender le processus qui,
depuis le milieu des années 1990, a prévalu à la création des dispositifs d'accompagnement de la fonction parentale dans le cadre de la politique familiale, en étudiant les rapports d'experts remis aux gouvernements successifs. Ce premier niveau de concepteur-décideur correspond à ce que Howard S. Baker nomme des entrepreneurs de morale de premier niveau, à savoir des élus, des experts, des intellectuels, des fonctionnaires, des représentants institutionnels, syndicaux et associatifs, qui éclairent les gouvernants sur la question familiale. Ainsi, à partir de ces expertises, le gouvernement, avec le soutien du Parlement, a légiféré, décrété puis confié la mise en œuvre de l'accompagnement de la fonction parentale à la CNAF qu'il a ensuite délégué aux associations de terrain sous l'égide des CAF. L'interactionnisme symbolique nous a paru être une approche sociologique pertinente pour rendre compte, non seulement de l'édification et de l'imposition des normes auprès de familles jugées potentiellement déviantes, mais également des effets de la stigmatisation sur la sociabilité de ces mêmes familles. Reprenant une idée défendue par Howard Hughes, Howard S. Baker veut démontrer qu'une situation donnée est le résultat d'interactions entre différents agents. Pour comprendre cette situation, il convient donc d'étudier l'ensemble des parties qui sont impliquées. En effet, tous les groupes sociaux établissent des valeurs et normes qu'ils essaient de faire respecter. Les valeurs correspondent à des idéaux collectifs, selon les critères du désirable, ce qui est beau et laid, juste et injuste, acceptable ou inacceptable. Elles s'organisent pour former une certaine vision du monde. Les valeurs étant trop vagues, elles se traduisent en normes auxquelles il convient de se conformer. Les normes sont des règles qui régissent les conduites individuelles et collectives dans une société. La spécificité de la norme tient à la sanction sociale que sa transgression est susceptible d'entraîner. Les normes formelles et édictées par la loi impliquent l'intervention de l'État, voire des forces de police pour les faire respecter. Elles peuvent également être informelles et s'appuyer sur la tradition. Les sanctions en cas de transgression sont pourtant tout aussi réelles. En effet, les normes sont des modèles de conduite qui se réfèrent à des valeurs et qui sont sanctionnés socialement. Ceux qui créent les normes n'agissent pas seulement dans le but d'imposer leur morale, mais ils essaient d'améliorer, selon leurs propres critères, les conditions de vie des individus. Baker indique, en s'inspirant de Joseph Gusfield, qu'on reconnaît dans ce type de réformisme moral le mode d'approche d'une classe dominante vis-à-vis de ceux qui occupent une position moins favorisée dans la structure économique et sociale. Ces groupes s'adjoignent des experts capables de mener à terme ces croisades morales grâce à leurs compétences techniques et législatives, tout en faisant valoir leurs propres intérêts. Selon Baker, ces croisades sont réussies quand il y a instauration d'une nouvelle loi. Une fois les normes officialisées, interviennent ceux qui les font appliquer en contrepartie d'une rémunération, à savoir les entrepreneurs de morale de second niveau, qu'il s'agisse d'institutions nouvelles ou existantes. Pour comprendre si les conduites promues par les dispositifs d'accompagnement de la fonction parentale sont susceptibles d'être adoptées par les familles ciblées, nous avons complété notre modèle d'analyse par la mobilisation de concepts philosophiques, en particulier celui de reconnaissance. En effet, c'est la reconnaissance mutuelle entre acteurs qui leur permet d'échanger, l'échange symbolisant l'engagement envers autrui et la confiance dans une réciprocité en devenir. L'échange est ainsi le reflet d'une confiance réciproque entre individus, se caractérisant par un don qui appelle un contre-don pouvant être considéré comme un nouveau premier don. L'échange est la cession d'un service ou d'une chose en contrepartie d'une autre. Cela peut s'appliquer aux échanges commerciaux, culturels, à la communication avec autrui, échange social. Dans ce cadre, il influe le comportement de plusieurs individus en tant que par son contenu significatif, celui des uns se règle sur celui des autres, et s'oriente en conséquence. Nous estimons en première hypothèse que les objectifs de l'accompagnement de la fonction parentale ne sont pas neutres et qu'ils contiennent un modèle de vie en famille et en société. En effet, la notion d'accompagnement est en soi un indicateur idéologique, cette modalité d'intervention sociale s'inscrivant dans une logique autonomiste des politiques publiques relayées par la CNAF. Cet accompagnement a avant tout pour objet de faire prendre conscience aux parents de leurs capacités ou compétences parentales et ainsi de les conforter dans leur rôle. Une seconde hypothèse consiste à avancer que les pouvoirs publics se méprennent sur les valeurs, normes et comportements des familles ciblées, qui sont façonnées par leur milieu de vie.
Aussi les dispositifs mis en place par la CNAF peuvent-ils ne pas répondre aux besoins et attentes de ces familles, et ne trouver que peu d'écho en leur sein. Pour valider ces hypothèses, nous avons dans un premier temps effectué une étude documentaire, comprenant l'analyse des rapports d'experts et des circulaires et lettres circulaires diffusées par la CNAF, puis celle de 21 projets animation collective famille, rédigés de 2000 à 2003 par des centres sociaux, et de 15 projets de départ en vacances familiales collectives, rédigés en 2007 par 13 centres sociaux et 2 associations caritatives du même département lorrain. Nous avons également analysé les 2 projets sociaux du centre social des Pierrots à Rongeville, petite cité lorraine, pour le renouvellement de son agrément CAF au cours des périodes 2002 à 2005 et 2006 à 2010. Nous avons mesuré, en collaboration avec le centre social des Pierrots, l'étendue des échanges familiaux et sociaux des habitants de ce quartier populaire et leur participation à la vie associative. Les Pierrots sont un quartier sensible, classé conjointement en zone urbaine sensible, ZUS, et zone d'éducation prioritaire, ZEP. À la suite de notre étude documentaire, notre recherche s'est poursuivie suivant la méthode progressive, qui conjugue les méthodes d'investigation quantitative et qualitative complétées par une observation participante. L'objectif vise à appréhender la réalité sociale dans ses dimensions socio-économiques, culturelles et institutionnelles. Aussi, après un travail préparatoire avec le Centre social des Pierrots en 2005, avons-nous eu recours à une enquête par questionnaire au sein du quartier, réalisée en 2006. Le quartier des Pierrots, classé en ZEP et en ZUS, comprend environ 2000 habitants et 951 résidences principales. Il a été convenu, avec la direction du centre social, d'interroger un tiers de la population, soit 300 foyers. Sur les 300 questionnaires proposés, seuls 214 ont été renseignés, dépouillés et analysés. Toutes les questions n'ont pas obtenu le même nombre de réponses, aussi, les données et les pourcentages obtenus ne sont pas homogènes du point de vue quantitatif. La méfiance, ressentie par certains habitants vis-à-vis des enquêteurs, explique ce résultat qui correspond à un taux de renseignement de 82% de l'objectif prévu. Les immeubles ont été choisis en fonction de leur représentativité, en termes d'habitat et de population. Plus de 80% des résidences principales du quartier sont constituées d'habitations à loyer modéré, ce qui correspond à 916 logements. Cette enquête par questionnaire a été complétée par des entretiens semi-directifs auprès de 4 membres de l'équipe du centre social, dont la référente famille, qui ont bien voulu apporter leur témoignage tant sur leur activité professionnelle que sur leur connaissance des besoins exprimés par les usagers. Nous avons rencontré par ailleurs 5 autres référents famille pour 3 entretiens semi-directifs et 2 entretiens biographiques. Ils sont employés par 5 centres sociaux différents agréés et financés par la CAF. Nous avons interviewé, par ailleurs, la chargée de mission d'une fédération départementale des centres sociaux ainsi qu'une conseillère en économie sociale et familiale, assurant l'accompagnement des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, RMI, et animant des ateliers d'insertion dans un autre centre social. L'objectif de ces entretiens auprès des intervenants sociaux a consisté à mettre en lumière leur degré de réappropriation des arguments légitimant les dispositifs d'accompagnement de la fonction parentale et leur point de vue sur les familles. Les membres de 8 ménages du quartier des Pierrots, composés de 3 couples, 2 hommes célibataires, une personne âgée divorcée et 2 femmes vivant seules avec leurs enfants après une séparation, ont bien voulu s'exprimer sur leurs conditions de vie et leurs ressentis. Nous avons également utilisé les comptes rendus d'observation rédigés par les enquêtrices, étudiantes en sociologie, à l'issue du porte-à-porte réalisé en vue de renseigner les questionnaires car ils illustrent, de façon instructive, les conditions de vie des habitants des Pierrots. Estimant par ailleurs que les problématiques rencontrées par ces habitants ne diffèrent pas notoirement de celles rencontrées par toute population précarisée, demeurant au sein de quartiers prioritaires de la politique de la ville, nous avons analysé 6 autres entretiens semi-directifs accordés par des mères de famille habitant le même type de quartier, dans différents départements lorrains. Les intervenants sociaux sont à la croisée de 2 logiques, celle des pouvoirs publics qui souhaitent renforcer les capacités éducatives des parents et celle des populations ciblées dont les problématiques sont pour une part liées au quartier d'habitation et pour une autre part à leur situation de pauvreté, de précarité et de discrédit.
Nous avons souhaité comparer le modèle de conduite familiale et sociale proposé par les dispositifs avec celle inscrite dans la réalité des habitants de quartiers de relégation. Il s'agit de comprendre si le prêt-à-porter comportemental contenu dans les dispositifs est réaliste, adapté aux aspirations, aux représentations, aux pratiques des habitants parents et à leurs conditions de vie. Enfin, une observation participante auprès des usagers du centre social, implanté dans le quartier des Pierrots, est venue compléter ces 2 premières méthodes de recherche. Nous avons animé 16 ateliers de 3 heures chacun, organisés et mis en œuvre par une association prestataire au sein du centre social de janvier à mai 2008. Ainsi, de 2005 à 2008, le centre social des Pierrots a-t-il été partie prenante de l'enquête de terrain menée sur le quartier, puis a été le partenaire privilégié des actions d'insertion que nous venons de citer. C'est au cours de cette seconde phase que nous avons pu observer la vie du centre social et l'implication des habitants aux ateliers qui leur sont proposés. C'est par ailleurs en mettant en perspective les discours, le discursif, autrement dit le réflexif, et les pratiques, les actions, les interactions, c'est-à-dire le pré-réflexif, que nous approchons au plus près les formes que prend la réalité quotidienne du monde urbain. Parce que les individus ne réfléchissent pas forcément toujours à ce qu'ils font, parce qu'ils reconstruisent parfois la réalité et parce qu'ils se contredisent aussi, il est pertinent de prendre en compte dans une étude sociologique à la fois le dire sur le dire, le faire et le dire sur le faire. Ce dispositif méthodologique est progressif, dans le sens où il accompagne les transformations d'un espace urbain, et quadrangulaire, dans la mesure où il se structure autour de 4 pôles, quantitatif, qualitatif, discours pratique. L'observation participante et active prend les acteurs sur le vif, met en lumière les comportements spontanés. Ils ne sont ni reconstruits ni analysés a posteriori comme cela se produit lors des entretiens. Nous rendons compte dans le premier chapitre de l'attention portée par l'État envers la famille et des mesures prises à son égard dans une approche socio-historique. Cela permet d'entrevoir l'évolution des représentations familiales à l'œuvre au cours d'une période allant du XVIIIe au XXIe siècle, en y incluant le processus de construction de la parentalité en tant que politique publique familiale. Puis, nous décrivons les conditions de sa mise en œuvre par les centres sociaux sous les directives de la CNAF. Dans le second chapitre, nous nous penchons sur la vie des habitants des quartiers d'habitat social classés ZUS, avec un focus sur celui des Pierrots. Nous présentons la sociabilité et la solidarité familiale et sociale de ces habitants, leurs interactions avec les intervenants sociaux et leur implication dans la vie associative. Nous décrivons les stratégies développées par les habitants pour faire face aux différentes formes d'insécurité auxquelles ils sont soumis. Dans le troisième et dernier chapitre, nous tentons d'analyser en quoi l'environnement social des familles influence leur configuration et conduite, puis nous soulignons les attendus, les malentendus et les limites des dispositifs de soutien de la fonction parentale. Enfin, nous interrogeons l'accompagnement en tant que modalité d'intervention sociale au sein d'une politique top-down, qui contraint l'action des professionnels et culpabilise les parents usagers. Nous n'évoquons pas le problème de la reconnaissance de la boparentalité ou de l'homoparentalité. Cette problématique mériterait un éclairage particulier que nous n'avons pas abordé car l'accompagnement de la fonction parentale, tel qu'il est défini par la CNAF, ne concerne pas ces configurations familiales particulières. Chapitre 1 : La famille sous surveillance. Introduction. L'époque contemporaine se définit par la précarité des unions avec un taux moyen de divorce de plus de 40%. Les citadins se séparant plus fréquemment que les habitants des zones rurales. Cette précarité, définie par Irène Théry sous le terme de démariage, a interpellé les pouvoirs publics qui ont souhaité en connaître les conséquences sur la prise en charge éducative des enfants. Les pouvoirs publics ont cherché à déterminer les moyens de contrecarrer les effets de l'instabilité matrimoniale, au regard de la cohésion sociale. Cette dernière se définit comme la propriété d'un ensemble dont les parties sont intimement unies, et marque l'état des individus ensemble. Alain Vulbeau précise que la cohésion sociale consiste en un échange réciproque entre les membres d'une société, et qu'elle tend à faire tenir ensemble toutes ses composantes. De plus, il existe un présupposé fort sur l'existence d'un lien ontologique liant famille et société.
l'idée du caractère fondateur du lien familial remontant à l'état de nature ou à un premier état de la vie sociale, s'enracine dans des croyances très anciennes comme le mythe de l'âge d'or, relayé à partir du XVIe siècle par la rhétorique politique, principalement en France où les édits royaux répètent à l'envi que les familles sont les séminaires des nations. De l'Antiquité à la Révolution française, la famille patriarcale, constituée en groupe de parenté, à savoir un groupe social, fortement uni et solidaire constitué de parents, fondé sur la base d'une affiliation impérative, a reproduit en son sein l'ordre politique, hiérarchique et inégalitaire. Sous l'Ancien Régime, le père représente le roi et tous deux tiennent leur pouvoir de Dieu. À l'orée du second millénaire, alors que les familles occidentales sont constituées en parentèle, à savoir l'ensemble des individus, consanguins et ou alliés, avec lesquels Ego se reconnaît en parenté, la façon d'être en famille sert toujours à construire la vision du politique. Pour replacer l'accompagnement de la fonction parentale dans une perspective historique et politique, nous nous appuyons sur des travaux historiques, sociologiques et anthropologiques. Ils rendent compte de l'évolution conceptuelle de la famille et permettent d'insérer l'accompagnement de la fonction parentale dans une historicité qui rend ces attendus compréhensibles. Alors que le droit de la famille a accompagné l'évolution des pratiques conjugales et l'émancipation des femmes, il nous paraît opportun d'examiner s'il en est de même des principes de la coparentalité. Dans ce premier chapitre, nous évoquons l'avènement de la famille dite bourgeoise qui sert toujours de modèle de référence et permet de caractériser les évolutions actuelles comme dysfonctionnelles. L'invention de la coparentalité s'inscrit dans ce cadre et l'étude des arguments mobilisés par les experts permet d'éclairer la nature conservatrice du processus à l'œuvre. Puis, nous décrirons en quoi les conclusions expertes ont été inscrites dans la loi puis converties en dispositifs d'accompagnement de la fonction parentale et principes d'intervention sociale. L'amour au principe du mariage éternel. De l'Antiquité au XIXe siècle, les formes conjugales, l'éducation des enfants ont évolué sous l'influence des conditions de vie et des principes soutenus par les autorités tant morales que temporelles. Les invasions, les guerres, les bouleversements culturels, les progrès techniques, les modes de diffusion de la pensée ont modelé et façonné, au fil des siècles, les représentations et les comportements des individus au sein de la société et en famille. Toutes ces évolutions ont été tour à tour contenues, combattues ou favorisées par le pouvoir clérical, royal puis républicain. Le triomphe du modèle familial bourgeois. Un nouveau modèle de socialisation, impulsé par les civilités, a obligé les individus à dissimuler tout sentiment personnel devant autrui. Cette contrainte a permis l'émergence d'un univers intermédiaire, la sphère d'intimité, réservée exclusivement aux relations conjugales, modifiant ainsi la finalité des unions et l'aspiration des individus. Primauté à l'amour. Au siècle des Lumières, l'amour fait son apparition et s'impose comme un préalable indispensable au mariage. Les jeunes couples exigent un feu séparé, ce qui a entraîné la disparition des familles communautaires, notamment les frérèches du centre de la France. Le mariage dépendra dorénavant de l'autorisation des parents et du libre consentement des conjoints. L'amour dans le couple va s'accompagner d'une attention accrue à l'égard des enfants et la réprobation du placement en nourrice. Jusqu'à la Révolution, l'ordre familial hiérarchique et différencié a été explicite et incontesté dans une cohérence entre structure familiale et fonctionnement social. La religion a institué la royauté et la famille patriarcale. Ces deux institutions se répondaient et structuraient un ordre social où le roi, père de ses sujets, tenait sa légitimité d'être le représentant de Dieu le Père sur terre, et le père d'être le représentant de Dieu, du roi et de l'ordre social dans la famille. Le placement en nourrice des enfants des familles bourgeoises et aristocratiques est progressivement remis en cause à l'instigation du philosophe Jean-Jacques Rousseau, théoricien de l'amour maternel. Cela va conditionner la place des femmes au regard de leur fonction naturelle, celle de mère. Les idées de Rousseau vont se diffuser par étapes au sein des différentes classes sociales tout au long du XIXe siècle, des élites à la rue. Le XVIIIe siècle aura donc vu émerger une famille moderne, accordant une place primordiale aux enfants au sein de la famille. Ainsi sommes-nous passés d'un modèle éducatif ancien, fondé sur la proximité entre enfants et adultes des deux sexes, non nécessairement affiliés,
du fait du placement en nourrice ou en apprentissage, à un nouveau modèle visant à réformer les mœurs et à régénérer, par la même occasion, tant la patrie que la famille en accordant le primat éducatif à la mère. Un nouveau modèle s'impose, la famille bourgeoise. La famille bourgeoise va servir d'exemple et devenir le parangon de la vie familiale normale, tout écart étant considéré comme déviant. Ce sont alors les comportements des familles populaires qui préoccupent les pouvoirs publics. Les hygiénistes, les philanthropes et autres moralistes réussissent à façonner les mentalités et à promouvoir ce modèle familial bourgeois bientôt qualifié de traditionnel. La famille du XIXe siècle est supervisée, surveillée, formatée par ces entrepreneurs de morale, soucieux de son adaptation à un ordre social dominé par les hommes. Associées aux affaires au début de l'industrialisation, les femmes de la bourgeoisie les délaisseront pour se consacrer uniquement à l'éducation des enfants et à l'organisation des relations sociales du ménage. À l'autre extrémité de l'échelle sociale, se retrouvent les familles prolétaires dont l'état de nécessité contraint l'existence. En effet, les conditions de vie et de logement des ouvrières sont particulièrement déplorables et la mortalité infantile est terrible. Les latrines collectives ne sont jamais vidangées. Il faut vider les eaux ménagères dans un trou creusé à même le sol, les pompes à eau sont rares. Les punaises couvrent les murs, les paillasses en paille de colza, en fanne de pommes de terre ou en copeaux pourrissent vite et la vermine s'y met. Est-ce un foyer que ce logis d'ouvrières où souvent il n'y a même pas de feu? Les femmes des classes populaires, femmes d'artisans, ouvrières, paysannes sont toujours contraintes de laisser leurs enfants en nourrice pour travailler. C'est la pratique de la stérilisation des biberons qui permet progressivement l'abandon de la mise en nourrice par ces mères. Les hygiénistes vont lutter contre l'insalubrité. Ce faisant, ils s'attaquent surtout à la liberté et à la protection qu'offrent les quartiers insalubres aux ouvriers. Le souci d'éradiquer des conditions de logement intolérables cache celui de normaliser les modes de vie populaires. Il s'agit de moraliser les ouvriers et de limiter les abandons d'enfants. La solution consiste à inciter les femmes à quitter leur travail pour se marier et accéder à un chez-soi décent, voire coquet, pour y attirer un mari qui, délaissant alors les estaminets, gargotes et autres tripots, ne troublera plus l'ordre public. En effet, les médecins rendent la classe laborieuse responsable de la maladie du corps social, la misère des familles représentant un germe pathogène menaçant sa cohésion. Aussi, par leur action conjointe, les hygiénistes et les philanthropes ont-ils été les instigateurs d'une intervention étatique à visée libérale. C'est dans cet esprit de préservation de la société libérale par l'adaptation positive des individus à son régime et seulement à ce titre que les hygiénistes inciteront l'État à intervenir par la norme dans la sphère du droit privé. Un outil de normalisation, le mariage. Les classes ouvrières, partageant des conditions d'existence effroyables, ont développé un mode d'union non officiel, le concubinage. Au vu du nombre de naissances illégitimes enregistrées fin du XIXe siècle, il est possible d'avancer avec Louis Chevalier que le concubinage est véritablement une habitude ouvrière, avec un taux de 40% par génération car se mettre en ménage officiel est trop onéreux. Le concubinage, fortement stigmatisé, est perçu comme un véritable danger pour l'équilibre de la société, à cause de l'indiscipline qu'il incarne et de l'abandon massif d'enfants qu'il occasionne. Le mariage aurait quant à lui la vertu de réduire les charges de l'assistance par l'inculcation d'une logique d'économie et d'épargne. L'État va alors concentrer ses efforts, entre 1860 et 1890, pour rendre les familles populaires prévoyantes et organisées. En se consacrant à leur intérieur afin d'y créer des conditions propices à une vie familiale, les épouses éviteraient la débauche et l'ivrognerie de leurs conjoints, qui sont, selon Michelet, le fléau caractéristique des classes laborieuses. La femme du XIXe siècle est donc définie par son rôle d'épouse et de mère. Elle devient le pivot d'une famille considérée comme le fondement de l'ordre social. Grâce à l'apprentissage d'un esprit de dévouement, elle est armée pour annihiler tout esprit d'indépendance chez l'ouvrier. Les valeurs préconisées tout au long du XIXe siècle seront adoptées si bien que la famille bourgeoise sera la norme jusqu'aux années 1960. Ce modèle de référence comporte 3 éléments fondamentaux. L'amour dans le mariage, la division stricte du travail entre l'homme et la femme, l'attention portée à l'enfant, à sa santé, à son éducation.
Chacun a sa place. Comme l'a souligné Martine Segalen, tout écart au modèle familial bourgeois va être considéré par les élites comme une dangereuse déviance sociale. Ce modèle a, rappelons-le, d'abord été accepté dans le monde bourgeois pour atteindre ensuite l'ensemble des classes sociales, et c'est au tournant du XXe siècle que la femme ouvrière va enfin se consacrer à son foyer. Les préconisations de Rousseau pour une éducation naturelle ont été étayées par la science et la médecine, et vont assigner scientifiquement les femmes à leur destin biologique, à l'instar de Freud qui déclare que l'anatomie c'est le destin. Le partage des fonctions parentales va imposer au père d'être le pourvoyeur exclusif de revenus, afin de faire vivre sa famille. L'Américain Talcott Parsons a décrit ce modèle familial selon lequel l'homme, pourvoyeur de revenus, possède une fonction instrumentale alors que la femme, en veillant sur la vie familiale, remplit une fonction expressive. Ce modèle sera considéré comme l'aboutissement de l'évolution familiale, un modèle parfait et indépassable. L'importance accordée au lien mère-enfant suite aux travaux effectués après la Seconde Guerre mondiale sur les carences maternelles conforte la marginalisation des pères dans la relation aux enfants et fait consensus. Avec la théorie lacanienne, une importance particulière est accordée au nom du père, qui place l'homme dans une position spécifique dans l'ordre social et familial, même si cette position est au final historiquement déterminée. En effet, Jacques Lacan a figé le père dans sa fonction symbolique d'autorité, consignant la femme à sa fonction maternelle et distribuant ainsi à chacun des parents des fonctions qu'ils incarneront tout au long de leur vie. Le modèle, décrit par Parsons comme l'aboutissement du progrès social, a donc fait l'objet d'un décryptage psychanalytique. Au cours de la période 1945 à 1965, un certain nombre d'idées reçues sont construites scientifiquement, en particulier le lien entre la criminalité et l'instabilité familiale qui devient une source de risque, sans la prise en considération des facteurs socio-économiques. Quelles que soient leurs conceptions idéologiques, les gouvernants se sont toujours préoccupés de la famille pour préserver ou promouvoir certaines valeurs considérées comme fondamentales pour la perpétuation de la société. Cependant, le désir d'émancipation des femmes, leur retour en masse sur le marché du travail, vont s'accompagner de l'avènement de l'individualisme positif et de l'aspiration à la réalisation de soi, faisant voler en éclats le principe d'indissolubilité du mariage. Une année, 1973, marque la rupture entre ce modèle fonctionnaliste et l'avènement de l'individualisme moderne. Du mariage à la coparentalité. Au sein de la famille fondée sur le mariage, modèle dominant au cours des 2 premiers tiers du XXe siècle, chacun occupe une place prédéterminée et la répartition genrée des rôles fait consensus. Les femmes ont progressivement été dissuadées de travailler, et des dispositions en matière d'habitat ont été prises pour transformer les taudis en cocons attractifs afin de stabiliser les familles ouvrières. Les grands ensembles prendront le relais pour loger, dans des conditions sanitaires optimum, les classes moyennes et populaires. Cependant, l'instabilité matrimoniale va progresser entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début du XXIe siècle, passant d'un taux de divorce de 9% en 1945 à 40% en 2000 et 46,2% en 2013. Cette instabilité devient une menace pour l'institution familiale fondée sur le mariage, garante de l'ordre social. Un nouveau modèle fondé sur le lien de filiation sera alors conceptualisé et mobilisé pour la conforter dans son rôle socialisateur. 1973, année de rupture. Une diminution du nombre des mariages est constatée dès 1973. Les analystes ont d'abord cru à un retard de l'âge au mariage avant de se rendre compte d'une réelle désaffection. Parallèlement, à partir de la même année, le nombre de divorces a augmenté et cette progression ne s'est pas interrompue. Si l'on ajoute à ces ruptures de couples mariés les désunions libres des cohabitants, qui en proportion seraient sensiblement du même ordre, on comprend à quel point les trajectoires conjugales se sont complexifiées. Le nombre de mariages continue de diminuer depuis 2000, les couples préférant le pacte civil de solidarité, PACS. En 2010, 251 000 mariages avaient été célébrés alors que plus de 195 000 PACS avaient été conclus par des partenaires de sexes différents. En parallèle,
Le nombre de PACS dissous ne cesse d'augmenter, passant de 7 dissolutions en 1999 à 8 690 en 2005, pour atteindre 26 954 dissolutions en 2009, pour L'. Année 2013, plus de 50 000 dissolutions sont décomptées pour 168 223 PACS conclus, tout type de PACS confondus. La diminution du nombre de mariages et l'augmentation des divorces traduisent une redéfinition entre la sphère du privé et du public, comme une réévaluation des statuts sociaux respectifs de l'homme et de la femme. Parallèlement, le taux de naissance hors mariage s'élève à 30% en 1990, atteint 43,6% en 2000, 52,5% en 2008 et 57,2% en 2014. Il convient de noter que la plupart de ces naissances ont lieu au sein de couples vivant maritalement. L'année 1973 marque ainsi le point de départ de l'ère contemporaine du démariage. Le bonheur partagé en famille est progressivement devenu moins important que le fait d'être heureux individuellement. Ainsi, chacun des partenaires attend de l'autre qu'il lui donne la possibilité de construire sa propre identité, la famille devenant un support pour l'autonomie et la réalisation de soi. Effectivement, le processus d'individualisation s'appuie complémentairement sur l'autonomie et l'authenticité. L'élaboration de ses propres règles de vie et la négociation permettent à chacun de décider de pratiques strictement personnelles et du partage de certaines autres. La conjugalité devient un enjeu de réalisation personnelle, qui sera également source de tension. De ce fait, la valeur de référence est devenue le soi, et la rupture est une éventualité envisagée dès la constitution du couple car elle permet de poursuivre la quête du partenaire idéal, capable de s'adapter à ses attentes. Les pouvoirs publics vont se saisir de cette problématique et l'intégrer à l'agenda politique afin d'y faire face. Un intolérable désordre. Les pouvoirs publics interviennent pour prévenir tout désordre, qu'ils estiment dangereux pour la cohésion sociale, et pour réduire les désajustements entre différents secteurs de la société. Pour autant, ces désajustements ne deviennent objet d'intervention publique qu'en fonction des représentations, images et normes que s'en font ces acteurs et qui constitueront le référentiel d'une politique publique. Grâce à son imprécision, à sa malléabilité, la parentalité va pouvoir servir de support pour légitimer des mesures de politique familiale et d'intervention sociale pour accompagner les parents dans leur mission éducative. En effet, l'instabilité constatée au niveau conjugal serait à même de mettre en péril la société puisque sa cohésion est tributaire de celle de la famille. Alain Vulbeau précise que le terme de cohésion sociale est à la fois une notion et un concept. Dans le premier cas, il s'agit d'un mot d'ordre des politiques sociales pour désigner une solidarité actualisée. La cohésion sociale serait un échange réciproque entre des membres d'une société. Il existe toujours un présupposé fort sur l'existence d'un lien ontologique entre famille et société, et à l'orée du second millénaire, la vision d'un rapport aux politiques qui se construit dans une façon d'être en famille n'est jamais très loin dans les esprits. Ainsi, la politique de la famille a pour visée non pas tant les intérêts de la famille, que la préservation de l'ordre social. Pour faire face aux désajustements des dernières décennies, la régulation de la famille s'appuie sur le droit et une politique publique désignée comme politique de la famille. De ce fait, les lois concernant la famille sont conçues pour permettre au pouvoir politique de promouvoir des principes directeurs en vue d'y faire adhérer la société. La famille étant considérée comme la cellule de base de la société, réduire les désajustements entre ce secteur et la société globale s'avère de la première importance. Jacqueline Ancelin estime que les allocations familiales reposent tout d'abord sur l'importance que l'on attache à la famille, cellule de base de la société. Le problème de l'instabilité familiale nécessite ainsi d'être mis sur l'agenda politique. La mise sur l'agenda politique dépend de 3 critères. Une situation définie comme problématique par des élites ou des citoyens percevant des écarts entre ce qui est et ce qui devrait ou pourrait être. Une procédure d'étiquetage qualifiant le problème comme relevant de la sphère de compétence des autorités publiques, la décision d'intervenir ou non de la sphère politique. Les médiateurs, ici les experts, ont la charge de rendre intelligible un problème afin que les groupes en présence en déduisent des solutions appropriées. Leur position est stratégique puisqu'ils déterminent ainsi le cadre intellectuel des débats.
Le rapport global sectoriel s'articule autour de la place de la famille, le secteur, considéré comme la cellule de base de la société, le global. L'objet de chaque politique publique est de prendre en charge les désajustements qui peuvent intervenir entre un secteur et d'autres secteurs, ou encore entre un secteur et la société globale. Ce rapport global sectoriel ne peut se transformer en objet d'intervention publique qu'en fonction de l'image que s'en font les acteurs concernés. C'est cette représentation du RGS, rapport global sectoriel, que l'on appelle référentiel d'une politique publique, qui désigne l'ensemble des normes ou images de référence. Les conférences de la famille ont eu pour objectif d'éclairer les pouvoirs publics en matière de politique familiale. Elles ont constitué un temps privilégié d'échange intellectuel entre le monde de la recherche et les pouvoirs publics, qui contribuent à éclairer, dans le respect des rôles de chacun, la décision publique en faveur de la famille et de l'enfance. Conférence de la famille 2000. Refonder l'institution familiale. Le démariage aurait rejeté le père hors de la sphère familiale, suscitant l'inquiétude des responsables politiques. Le désordre familial entraînerait du désordre social. Les désunions et les recompositions familiales posent des questions fondamentales aux yeux des pouvoirs publics. En effet, la catégorie même de parent est interrogée. Qui est parent ? Celui qui donne ses gènes ou celui qui donne naissance ? Celui qui prend soin de l'enfant et l'élève ? Celui qui lui donne son nom et lui transmet ses biens ? Autant de composantes de la parentalité qui sont dissociées dans d'autres sociétés, mais se recouvraient jusqu'à une date récente dans nos sociétés. L'éducation incertaine des enfants suscite de telles inquiétudes que les différents gouvernements, à partir du milieu des années 1990, vont réunir, sous l'égide des conférences nationales de la famille, un panel d'experts chargés de déterminer quelles mesures seraient à même de conforter une cellule familiale affaiblie dans ses fonctions socialisatrices. Le cadre et les acteurs en présence. La politique familiale française se conçoit et se décide au plus haut niveau de l'État et impacte plusieurs aspects de la vie des familles. Les ressources, la vie quotidienne et domestique, la démographie, mais également les structures familiales. Les experts désignés pour éclairer les décisions des ministres et chargés d'État en charge de la famille prennent appui sur leurs connaissances, représentations ou expériences personnelles pour faire face à l'incohérence et à la complexité du monde. Pour ce faire, ils construisent un champ cognitif comprenant l'ensemble des informations qu'ils jugent pertinentes. Ce champ cognitif simplifie et structure le champ de décision pour le rendre maîtrisable. Ainsi, les gouvernants demandent-ils à ces experts de leur proposer un référentiel compréhensible, en vue de légiférer à bon escient. Dans un courrier du 3 février 1998, sollicitant la réalisation d'un rapport à Irène Théry, Martine Aubry et Ségolène Royal s'interrogent. En définitive, quel point de repère se donner pour construire l'indispensable politique de la famille dont notre pays a besoin ? Dans l'intérêt de l'enfant. La Convention internationale sur les droits de l'enfant, adoptée par l'Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989, entre en vigueur en France le 6 septembre 1990. Cette référence aux droits de l'homme devient centrale et sert de cadre à une politique législative accordant une place primordiale aux intérêts de l'enfant plutôt qu'à celui de sa famille. Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille et à l'enfance, indique dans la lettre adressée à Michel Yael, non datée et annexée à son rapport, que le droit pour l'enfant d'être élevé par ses deux parents est reconnu explicitement par la Convention internationale des droits de l'enfant, et que c'est pour cette raison qu'elle souhaite constituer un groupe de travail qui devra recenser toutes les mesures, législatives ou non susceptibles de permettre en tout domaine une réelle mise en œuvre du partage de l'autorité parentale. L'enfant n'étant pas en capacité de faire valoir ses droits dès sa naissance, ceux-ci devront être assurés par d'autres adultes qui auront le pouvoir et le devoir de veiller à leur respect. Cette convention légitimera les dispositions prises en matière de droit de la famille. Toutes les mesures légales ou extra-légales feront désormais référence à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans les attendus de la Convention, il est en effet stipulé. Convaincu que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté. Reconnaissant que l'enfant,
pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension. En conséquence de quoi, il est convenu en particulier, article 3, que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Les articles 7, premier alinéa et 9, alinéa 1 et 3, indiquent respectivement que l'enfant a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux, d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. La référence aux droits de l'enfant, comme nous allons le constater, va servir de référence pour appréhender et maîtriser les configurations familiales issues du démariage et en définir un nouvel agencement. Les modalités de l'expertise. L'instance mobilisée jusqu'en 2007 pour réunir ces experts est la Conférence de la famille, remplacée en 2008 par le Haut Conseil à la famille. Parmi les orientations de la politique familiale actuelle, petite enfance, accompagnement des évolutions familiales et rationalisation des dépenses, la seconde orientation est marquée par les transformations de la parentalité, dont le cœur de cible n'est plus le groupe familial en tant que tel mais l'enfant en son sein, lorsqu'il est confronté à des difficultés. La loi du 25 juillet 1994 prévoit la réunion annuelle d'une conférence de la famille. Le gouvernement organise chaque année une conférence nationale de la famille, à laquelle il convie le mouvement familial et les organismes qualifiés. Ce rendez-vous est l'occasion pour les pouvoirs publics de présenter les grandes orientations et l'état d'avancement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.